c'est sérieux. Donc d'abord, un mot à réhabiliter, un concept à réhabiliter avec confiance et avec conviction. C'est ça, un concept à réhabiliter avec conviction, ça sera ma première partie. Ensuite, c'est donc un mot à apprivoiser, ou un comportement à apprivoiser avec confiance. Ensuite, c'est un conflit à choisir avec discernement. Et ensuite, quelque chose à pratiquer après beaucoup d'entraînement et avec beaucoup d'erreurs. Voilà, ça sera mes 4 pôles. Alors, premièrement, donc déjà, et puis le dernier point, ce sera évidemment ce qui justifie mon atelier ensuite. Hein. Donc, le premier point, c'est réhabiliter ce mot. Pourquoi est-ce qu'il nous fait si peur? C'est probablement parce qu'on nous l'a vendu comme synonyme de guerre, de guéguerre, de bras de fer, de quelque chose qui aurait été plutôt du côté de la prise de pouvoir, et surtout d'un autre mot avec lequel j'aime beaucoup l'associer, parce que je crois qu'il a besoin d'être distingué, c'est l'hostilité. L'hostilité, c'est quelque chose de statique, de froid, qui dit quelque chose d'une position, d'une posture, dans lequel on va rester figé et pas content et plutôt en négatif, alors que le conflit, c'est tout l'inverse. C'est un protocole qui permet la rencontre, qui permet le mouvement, qui permet l'élaboration, la construction d'une relation. C'est le contraire donc, de l'hostilité. Donc, ce n'est vraiment pas quelque chose qui a été prisé dans notre culture, et surtout, j'aime bien dire et redire, comme je le fais dans d'autres lieux et d'autres temps, que malheureusement, nous sommes encore pollués par les mauvais modèles que nous avons eus. Ce que nous avons vu entre nos parents, entre nos grands-parents, entre les adultes, entre notre papa, notre parrain, c'était appelé, c'était supposé, légendé conflit, alors que ce n'était pas des conflits. Nous n'avons quasiment jamais eu de modèle de conflit digne de ce nom. Donc vraiment quelque chose à non seulement réhabiliter, mais quelque chose à apprendre, mais vraiment de A à Z. Nous n'avons pas de modèle. Nous avons tous les modèles en rayon de faux amis, de contresens, de non-sens à propos de cette chose tellement précieuse, de cet outil précieux. Est-ce que vous l'entendez bien, hein, sur lequel, bien sûr, je vais prendre du temps pour tordre le cou aux faux amis et, bien sûr, réhabiliter cette chose indispensable. Donc, méfions-nous donc des faux amis, déjà. Mais méfions-nous aussi de ces mots qui sont approximatifs, du genre, et donc ça je vais le détailler tout à l'heure avec quelques supports, un désaccord, c'est pas forcément un conflit. Une crise, c'est pas forcément assorti d'un conflit. Mais un conflit, c'est pas forcément une crise. Quoique, ce serait ce qui serait le plus équivalent. C'est que parce que nous avons peur, parce que, je vais revenir à toutes ces peurs, parce que ce sont des choses qui nous font rencontrer du désordre, et là vous le soulignez 3 fois, de l'inconnu, nous le vivons comme une crise, c'est-à-dire quelque chose qui va venir nous déstabiliser, nous, bien sûr, notre cadre de référence, mais aussi qui va venir mettre en péril, à tort ou à raison, la relation que nous avons, ou les relations que nous avons. Donc, oui, ça peut être rapproché d'une crise, même si ce n'est pas ce qui devrait être associé à la longue, quand nous serons davantage familiarisés avec ce concept, lorsque nous aurons davantage mis d'autres outils dans notre boîte à outils pour vivre le désordre, pour vivre les désaccords, oui, quelque chose pourrait être vécu plus tranquillement, plus sereinement et moins d'une façon conflictuelle. Sachez bien déjà que je veux absolument distinguer un conflit qui est un moment particulier dans la relation, dans la vie, avec, ce qui est malheureusement trop fréquent, une relation conflictuelle. Vous voyez bien que dans une relation conflictuelle, ça devient cousin germain de ce que j'appelle l'hostilité. Une relation conflictuelle est quelque chose au milieu du gué. C'est ni quelque chose de paisible, ni quelque chose de réglé. On reste au milieu du gué. Et c'est ce qui va... Ah. Voilà, donc méfions-nous de ça. Ce n'est donc pas un désaccord, ce n'est pas un malaise, ce n'est pas un problème. Ça sera l'objet de ma prochaine conférence, la vie n'est pas un problème. Hein. Le conflit peut être assorti de problèmes, mais ce n'est pas équivalent non plus. Donc, cessons de mettre sous le mot conflit toute cette collection, tout ce catalogue de mots qui sont ni synonymes, ni homonymes, etc. Ce n'est bien sûr pas la violence, ça c'est même le mot que vous avez à souligner 3 fois, parce que le conflit c'est justement quelque chose qui a à voir avec la santé, avec le respect, avec la prise en considération de l'autre,
encore avec certaines... voilà. Alors que la violence, c'est le contraire. La violence, c'est être du côté de l'exigence, alors que le conflit, c'est du côté de la demande. Une autre condition pour être vraiment dans la distinction entre les deux, c'est que non seulement donc je distingue demander et exiger, mais que si je refuse l'objet de la demande, etc., j'ai à distinguer ça de rejeter la personne qui fait la demande. Et que c'est tellement aussi les modèles que nous avons eus que nous craignons encore de dire non parce que l'autre, à tort ou raison, pourrait, nous pouvons le croire comme susceptible de se sentir rejeté alors que j'ai juste refusé de prêter ma bicyclette. Et parce que je refuse de prêter ma bicyclette, il pourrait sentir un amalgame entre ce que je refuse et lui que je ne rejette pas. Est-ce que vous l'entendez bien, ça, comme un danger? Ça, c'est vraiment, ça fait partie de notre pratique, de notre fond d'écran, etc. Ce n'est pas non plus une rancœur. C'est autre chose. La rancœur, c'est quelque chose qui s'installe, qui fait aussi fond d'écran. Bien sûr que, je devrais même le dire en priorité, le conflit, c'est loin de tout ce qui est sur la rubrique manipulation, intimidation, menace, frustration imposée, etc. C'est quelque chose qui a à voir avec la santé. Ce que j'avais mis encore, et bien sûr, j'aurais pu mettre ça aussi, ce n'est pas un abus de pouvoir. Le conflit suppose qu'on soit dans une forme d'équité ou d'égalité, ou si je suis dans une position hiérarchique supérieure, je ne vais bien sûr pas en abuser pour imposer quelque chose que l'autre n'oserait pas négocier avec moi. Donc ça, c'est la première chose. Donc déjà, réhabilitons ce mot, ce concept et tout ce qui va avec. Oui, l'autre chose qui fait un peu un point avec apprivoiser, pourquoi est-ce que j'en parle, c'est que on nous a tellement dissuadés de la qualité des vertus du conflit que nous aurions donc le choix entre soit être dans toujours dire oui, bonne éducation, politesse, courtoisie, dire oui, oui papa, oui maman, puis ensuite oui à d'autres personnes. Donc nous serions du côté de quelque chose qui ne serait pas que s'adapter aux autres, les prendre en considération et faire avec, mais nous serions très vite invités, surtout par l'éducation telle que nous l'avons vécue, à accepter alors que ça ne convient pas, sans oser le dire. Donc c'est ce que nous appelons la suradaptation. M'adapter, c'est quelque chose qui est le gage de mon intelligence pour repérer ce qui est légitime de négocier, etc. Me suradapter, c'est déjà dire oui en sachant que ça va attaquer quelque chose, soit de mon intégrité, soit du respect que je me dois. Vous faites bien la différence entre les deux. Et ça, nous le savons pas dans notre tête, nous le savons dans une partie plus viscérale de nous, qu'il y a quelque chose où nous faisons un peu violence, même à bas bruit, et que nous avons à remarquer. Je peux tout à fait dire oui alors que ça me fait non, mais la conscience que j'ai de cette dissonance, pas cognitive, mais de cette dissonance, cette conscience ou la conscience que j'ai aussi que c'est le prix à payer pour quelque chose qui est plus économique, qui me convient, etc. Ça, c'est un gage de notre maturité, que nous n'allons pas faire comme des enfants de 2 ans qui vont dire oui quand ça fait plaisir, qui vont dire non quand ça ne fait pas plaisir. Bien sûr, là, je parle du clivage, je parle de cette conscience que nous avons aussi à nous adapter à d'autres personnes. Ça, c'est vraiment le chapeau pour quasiment toutes les conférences et toutes les vidéos, c'est quels outils avons-nous besoin de mettre dans notre boîte à outils pour être dans vivre ensemble, vivre à plusieurs, en étant dans le respect de chacun, et de moi et des autres. C'est ça qui est vraiment ce que je pourrais rappeler comme à la fois le chapeau et le commun dénominateur. Donc ce conflit est un des outils les plus précieux pour ça. Donc je reviens, c'est que soit nous allons rester quelque peu dépendants d'une éducation où la politesse était confondue avec le respect, soit effectivement nous allons reprendre les modèles de ces guéguerres infinies, de ces conflits qui n'en étaient pas mais qui étaient plutôt des bras de fer, et nous allons effectivement croire que chaque fois qu'il va y avoir un désaccord ou quelque chose avec un différent sur le rythme, sur les besoins, etc., je vais y revenir tout à l'heure, ça ne pourrait être négocié que sur le mode effectivement de quelque chose, d'un rapport de force. Et c'est comme s'il nous manquait à la fois l'idée qu'une troisième voie peut exister et surtout les modèles et la pratique
et les outils pour cette troisième voie. Et c'est là-dessus, bien sûr, que je mets le spot pendant ce temps de travail en commun. Donc, qu'en est-il de cette capacité à donner priorité au respect et priorité à une négociation équitable? Et donc, ce que nous allons bien sûr illustrer ensuite, c'est qu'une pratique suppose d'avoir pris ce recul, d'avoir fait le deuil de ces modèles et d'accepter de traverser un inconnu, parce que nous avons besoin de réapprendre quelque chose de façon d'être en relation avec les autres, hein, bien sûr. Alors ensuite, donc ça c'était apprivoiser. La seule la seule condition vitale pour apprivoiser le conflit, c'est, et ça reste tout comme fil rouge de mon propos, c'est toujours donner priorité à la relation sur l'objet du conflit, sur l'enjeu du conflit, parce que chaque fois que je donne priorité à autre chose qu'à la relation, à savoir l'enjeu, l'objet, la cause, je risque d'être dans vouloir avoir raison, ou vouloir exiger quelque chose, ou vouloir imposer ma volonté, et que chaque fois, et ça met en déficit cette chose tellement importante qui est la priorité de la relation. C'est-à-dire que si j'ai à cœur de donner priorité à la relation, à ce moment-là, je vais pouvoir vérifier que chaque conflit va nourrir la relation. Chaque conflit va me permettre d'être dans une plus grande vitalité. Et donc, pas question d'imaginer que la relation pourrait être d'autant meilleure qu'il n'y aura pas de conflit, mais que les conflits que je vais pouvoir accueillir vont être effectivement pris en compte, pris en considération, et j'ajoute très vite, pas forcément réglés, pas forcément traités. Je vois des fronts qui se battent. C'est-à-dire que j'ai l'option de dire, puisque j'ai trop peur, et j'ai trop peur soit de l'accueillir, soit de le traiter, je fais comme s'il n'existait pas. Là, ça risque effectivement d'accumuler un petit contentieux, et qu'un jour, ça réapparaisse sous forme de pathologie, sous forme de violence, etc. Donc, je peux voir, je suis en conflit, il y a un conflit, soit je vais le traiter, soit je ne vais pas le traiter, mais au moins, j'ai accueilli quelque chose de ce désordre, qui est le mot le plus proche du conflit. J'accepte de voir qu'il y a un conflit entre nous. Ensuite, quand je dis le traiter, le négocier dans les meilleures conditions, ça veut dire que je vais d'abord repérer la nature du conflit, je vais y revenir tout à l'heure, la qualité de la relation avec toi, Séverine, si avec toi je suis en conflit, le bon moment ou le mauvais moment. Il y a des moments où il ne suis pas trop conseillé d'aller au charbon, parce que nous savons bien vulnérabilité, soit de moi, soit de l'autre, soit de la relation. L'urgence, avec toujours l'intelligence de bien distinguer ce qui est important de ce qui est urgent, et de savoir que la rencontre des deux va provoquer là c'est une crise. Donc il y a ce qui est important, il y a ce qui est urgent, mais si j'attends beaucoup pour traiter ce qui est important au point que ça devienne urgent, c'est ce que j'appelle la crise. Donc c'est encore ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas forcément le conflit, mais des conflits accumulés comme ça et niés ou mis de côté, mis sous le tapis, peuvent effectivement nous conduire à traiter une crise avec d'autres modalités, d'autres conditions, d'autres enjeux que le conflit au fur et à mesure. Et ça après c'est à nous de voir. Donc, quand je parle de... Donc, je vais voir, je vais prendre en compte, encore une fois, l'enjeu, la personne, si je suis à peu près donc, dans quelque chose d'équitable avec cette personne, ou si ce n'est pas le bon moment, et je risque effectivement d'introduire dans cette relation, à ce moment-là, pour des raisons XY, quelque chose d'une violence, quelque chose d'un règlement de compte, quelque chose qui n'appartient pas à la relation ou qui n'appartient pas à la relation à ce moment-là, je risque effectivement un dérapage non contrôlé. Donc à moi de voir si je suis dans quelque chose de pur sucre à ce moment-là, ou si c'est devenu déjà quelque chose qui échappe à ma maîtrise. Donc est-ce que je suis dans la maîtrise de ce qui se passe, conscience des enjeux, conscience de la modalité de traitement. Ensuite, dans le conflit, il y a toujours donc quatre pièges qui seraient la culpabilité.
chaque fois que nous flirtons avec la culpabilité, il y a quelque chose qui nous fait perdre de notre légitimité, de notre assise, de notre solidité. Donc déjà, est-ce que je serais tentée de me suradapter parce que je serais dans la culpabilité d'avoir fauté, d'avoir oublié, etc. Donc déjà, est-ce que je peux me mettre à jour et traiter ma culpabilité indépendamment du conflit qui est présent. Ensuite, il y a le consensus. Il faudrait que tout le monde soit d'accord. Et c'est un des pires pièges. Hein. Je renvoie bien sûr tout ça aux expériences de Milgram. Hein, je vous renvoie à ce qu'il a fait en 1962 avec l'histoire des expériences, vous savez, avec des témoins. Enfin, ça vous dit quelque chose, Milgram? Voilà. Hein, allez voir sur Internet autre récemment. Milgram. Stanley Milgram. J'en parle beaucoup dans les livres aussi, parce que c'est vraiment quelque chose qui a été capital et qui a été repris en 2011, je crois, à la télévision avec le jeu de la mort, hein, qui a été aussi... Comment s'écrit Milgram? M-I-L-G-R-A-M. Milgram, Stanley Milgram. Donc c'est pour dire que nous en ayons conscience ou pas, que ça nous plaise ou pas, que ça nous renvoie à quelques malaises, bien sûr, bien légitimes. Ce qui est important là, ce dont il fait le constat et ce dont il donne la preuve, c'est que nous sommes tentés, évidemment, d'aller du côté de ceux qui pensent la même chose, un consensus collectif. Puisque les autres le pensent, je vais aussi le penser. Il y a d'autres expériences qui ont été faites là-dessus, sur des choses moins graves, si je puis dire, que les expériences de Milgram, mais ça va toujours du même côté, c'est oui, il est confortable d'aller du côté de ceux qui pensent en plus grand nombre. Et donc toujours la difficulté à se détacher, à se séparer du consensus et à oser poser quelque chose qui va nous faire nous sentir très seuls surtout. Hein, ce sentiment de solitude qui nous fait si peur. Ensuite, il y a comme autre piège, donc il y a culpabilité, consensus, cette paresse, oui, cette paresse bien humaine aussi, qui nous ferait hésiter, évidemment, à dire non. Et dire non, c'est ça la première chose. Le premier enjeu de dire non, c'est nous séparer des autres. C'est prendre le risque de cette solitude. Et c'est exactement ce que Milgram développe également. Et donc, les autres pièges, je vais y revenir, ce sont toutes nos peurs. Donc, peur de perdre une image, peur de perdre une réputation de bonne personne, de personne indulgente, de personne qui comprend, de personne qui fait l'unanimité. Donc ça, c'est toujours quand même un enjeu. Peur de perdre donc l'attachement, peur de perdre l'amour, l'affection, peur de perdre l'approbation, ça vous soulignez aussi 2 fois, peur de perdre la face, peur de perdre des voix aussi, si effectivement je fais de la politique ou autre. Mais voilà, et dans une autorité plus familiale ou plus personnelle, c'est peur de perdre l'amour, hein, peur de perdre toutes ces choses qui nous sont indispensables, surtout quand nous sommes enfants. Et enfants, nous avons pris l'habitude de nier quelque chose de notre capacité à dire non pour continuer à être soutenus, aimés, approuvés, oui, surtout approuvés par les figures parentales. Voilà. Donc, de quoi avons-nous peur sinon? Peur, alors je perds, peur de la solitude. Et ce que j'aime bien dire, c'est que quand nous parlons de conflit, la première émotion qui vient comme une évidence, c'est la colère. Que nenni. La première émotion que nous allons traverser au moment d'un conflit, c'est la peur. Peur de changer, peur de remettre en question, peur de penser par soi-même. Et ensuite, j'aurais pu dire aussi, pour résumer, peur d'avoir peur. Peur de ne pas savoir, peur d'hésiter. Quand je dis peur de changer, c'est aussi peur de manquer de point de repère, peur de manquer de conviction ou de certitude. Le conflit est vraiment le passage d'un torrent. L'important pour moi, c'est soit je reste du premier côté, soit je vais jusqu'au bout, mais je ne reste pas au milieu. Et le milieu, c'est ce qu'il y a de pire. Hein. C'est quand je suis justement au milieu du torrent et je ne sais plus rien. Donc, évidemment, donnons-nous les moyens, quand nous traversons ce torrent, d'aller jusqu'au bout, de l'autre côté. Quels sont les 4 points,
après je reviendrai sur les 4 points, les 4 démarches qui permettent à ce protocole donc, du conflit, soit à traiter, soit à laisser en plan. Encore une fois, je dis bien, nous avons besoin de la double permission. Pour avoir la permission de négocier, de traiter un conflit, encore faut-il que j'ai la permission du contraire. Sinon, je suis dans l'obligation et je risque effectivement de faire la casse. Est-ce que je peux dire, oui, ben non, ce conflit, je vois bien qu'il nous préoccupe, mais c'est ni le bon moment et peut-être que nous n'aurons jamais à le traiter. J'aurai des exemples pendant l'atelier, effectivement, parce qu'à ce moment-là, le conflit se rapproche d'un désaccord, hein, d'un conflit de valeurs, et pas d'un conflit de besoin. Bon. Donc, je vais revenir déjà aux 4 modalités, qui sont capitales. Pour que ce soit un conflit digne de ce nom, un conflit source de santé, nous avons besoin, premièrement, d'identifier nos besoins et d'être capable de les exprimer, et tout de suite après, de voir ce qui pour moi, enfin, pour ma part, est négociable et pas négociable. Ça, c'est vraiment une chose importante. Et c'est là que nous avons manqué, et d'accompagnement et de modèle. Est-ce que nous aurions, ça aurait été plus simple pour nous, d'avoir auprès de nous un parent qui nous dise, bon, réfléchis, toi, qu'est-ce que tu peux accepter et qu'est-ce qui n'est pas négociable pour toi. Mais même quand nous avions 2 ans, 2 ans et demi. Hein, déjà pour apprendre, bien sûr, à accueillir les besoins, à les distinguer des envies, des désirs, des rêves, des fantaisies. Hein, le besoin, cette chose tellement capitale, tellement au centre, au cœur de notre santé, et sur laquelle nous sommes invités à ne pas négocier. Et quelquefois, nous allons négocier. Mais au moins de savoir pour moi, ce en dessous de quoi je ne descendrai pas. Ça, voilà. Et donc, je voudrais bien voir que vous soulignez ce mot aussi sur votre joli cahier. Hein, négociable ou pas négociable. Et bien sûr, ça c'est loin d'être universel. Et ça m'appartient, ça prend du temps pour l'identifier et pour savoir donc en quoi, quel est le prix à payer pour être dans ce respect de ce qui ne sera pas négociable. Donc, identifier les besoins, être capable de les exprimer et être capable de dire aussitôt après, ça c'est négociable, ça c'est pas négociable. Vous voyez bien que quand je dis les exprimer, ces choses négociables ou pas, ça veut dire déjà que je suis dans une relation de confiance, que je ne suis pas en train déjà d'être dans quelque chose de double fond. Je fais confiance à l'autre au moment où j'exprime ça pour ne pas utiliser ce que je dis dans une manipulation. Vous voyez bien la différence. Donc, je reviens à je repasse à mon deuxièmement, qui est donc, et vous le soulignez aussi, c'est toujours valider que cette relation est une relation de suffisamment de confiance pour que je puisse ne pas être avec 4 boucliers et me planquer et être dans quelque chose qui va plutôt être une manipulation qu'une négociation. Troisièmement, bien sûr, c'est quelque chose de délicat, difficile, c'est accepter que pendant cette négociation, je vais perdre quelque chose. Donc c'est faire le deuil d'obtenir 100% de l'enjeu de ce qui est mis en place, de l'objet. C'est ça la négociation. Donc je vais perdre quelque chose, donc j'accepte de perdre quelque chose, sinon nous arrivons à des modèles plutôt de conflits sociaux où l'objectif c'est de tout gagner et que l'autre mange la poussière. C'est pas ça. C'est comment est-ce que dans le respect mutuel, je vais bien sûr avoir parlé de mes besoins, mais je vais aussi accueillir l'expression de l'autre sur ses besoins et sur ce qui n'est pas négociable pour lui. Hein, c'est respect mutuel. Donc j'accepte de perdre et je me réjouis aussi de ce que je vais gagner, même si ce n'est pas 100%. Donc c'est mon 4e point là, qui est aussi important, c'est je prends la totale responsabilité de la satisfaction de la conclusion, de la négociation, du fruit de cette négociation, c'est-à-dire que je me prive pour toujours du recours à cette autre manip qui est le lendemain dire finalement ça ne me convient pas et je reviens là-dessus. Si j'accepte, c'est accepté. Et je prends la responsabilité de cette satisfaction. Et codicile, à ce 4e, et qui me semble très important aussi, je ne trouve pas suffisamment exprimé dans les différents propos sur le conflit, en même temps, je prends la responsabilité donc, de ma satisfaction et je ne prends pas la responsabilité de la satisfaction de l'autre. Parce que chaque fois que je prends 1 milligramme de ce souci que l'autre soit satisfait,
qu'il soit dans cette satisfaction, je rentre dans une dépendance. Ah. Donc ce sont vraiment les quatre, je ne sais pas où te dire, te mettre plutôt par là-bas. Est-ce que ça vous parle, ce codicier là, mon quatrièmement? Oui. Hein? Donc, je prends en compte dans la négociation les besoins de l'autre pour le respecter, et je ne prends pas en compte, évidemment, sa capacité à être dans la satisfaction. Ça m'appartient. Est-ce que vous voyez la différence? Je pourrais bien avoir des têtes au pied. Oui, là. Ça va un peu vite, par moment. Ça va un peu vite. Ah oui, d'accord. À tout moment, vous pouvez arrêter. Alors, oui. Est-ce que vous voulez que je répète quelque chose? Oui, la distinction que vous venez de faire. Oui, c'est que le respect que je te dois, c'est à la fois de dire mes besoins, parce qu'au moment où je dis mes besoins et ce qui est négociable ou négociable, je te donne en même temps la permission d'en faire autant. Et qu'à ce moment-là, j'ai à accueillir aussi ce que tu exprimes toi, de tes besoins, de ce qui est négociable ou pas. Ça, c'est le respect dans la relation. Une fois que nous sommes dans la négociation, dans le jeu de cet aménagement, de ce que j'appelle un accordage entre les deux, à ce moment-là, pour éviter toute forme de dépendance, je vais prendre à 100% la responsabilité de ma satisfaction sans attendre que l'autre me sauve, mais je vais te laisser à toi, Céline, la responsabilité d'être satisfaite de ce que tu acceptes. Et je ne vais pas continuer à être collée à quelque chose qui serait une sorte de volonté de te sauver, etc. Là, on serait de nouveau dans quelque chose de la séduction, de la manipulation, de quelque chose qui serait plus dans ce que je veux évidemment garder, à savoir comment je pourrais dire, la séparation que ça suppose. À ce moment-là, je serai de nouveau dans quelque chose de fusionnel ou de symbiotique avec toi. Et on n'est plus dans le conflit. Le conflit, c'est ce qui majore chaque fois la capacité à me séparer de l'autre. Et parce qu'à cette séparation, il y a le lieu d'un jeu pour négocier. Sinon, séduction à nouveau. Alors, donc, quand je parlais aussi donc, des dangers de se méprendre sur la nature même, donc quels sont... Voilà. Ça va quand même? Oui. Donc, ce qui serait de pseudo-conflit, c'est le conflit permanent, hein, quand toute la relation est à base de conflit. On voit ça dans des couples, hein, où c'est chaque fois qu'il y a moment de relation, ça serait sur le mode du conflit, comme quelque chose qui serait la modalité majeure de la relation. On voit ça. Hein, rappelez-vous le film avec Simone Signoret sur le chat. Hein, c'était ça. Il y a des couples qui vivent comme ça. Et vous savez bien que si on les privait de cette modalité de relation, il n'y aurait plus rien. Parce que c'est leur façon d'échanger évidemment des signes de reconnaissance. Nous, ce qui nous choque, ce sont des signes de reconnaissance négatifs, pour nous, mais c'est mieux d'avoir des signes de reconnaissance négatifs que rien. Donc on risquerait d'être dans une sorte d'hypoglycémie pour eux qui les ferait dépérir. Et ce qu'on voit dans ces couples-là, quand il y en a un qui disparaît, l'autre aussi, parce qu'il n'a plus le minimum de nourriture. Encore une fois, ça peut nous détonner, surtout enfants, après on apprend des choses, parce que nous croyons effectivement que la nourriture, elle ne peut être que positive, hein, qu'elle se fait du sucre. Mais l'arsenic peut aussi être une nourriture et source de vibration. Là, vous ne l'appelez pas hostilité? Pas seulement. L'hostilité, ce serait le fond, comme ça. Alors que quand je parle de ce conflit permanent, ça prend une forme, elle est exprimée, cette hostilité. L'hostilité, ça peut être quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, ça sera à voir avec des gestes aussi, avec une tonalité, les yeux baissés, etc. Alors que quand je parle de ce conflit permanent, il passe par des mots, par quelque chose qu'on entend, hein, et que nous avons entendu enfants aussi, hein, chez les uns et chez les autres. Ensuite, c'est le conflit évité en permanence, qui est aussi une source de malaise. Comme si c'était la peur, finalement, de traverser ce torrent dont je parlais, et donc on remet tout le temps à plus tard. Comme si on croyait à cette chose terrible qui est le racket d'harmonie,
Le racket d'harmonie, c'est la croyance que la vie pourrait être une sorte de paradis où il n'y aurait ni désordre, ni peine, ni chagrin, ni perte, surtout, ni moment de désordre. Donc, racket d'harmonie, c'est la croyance qu'on pourrait vivre sans désordre. Par exemple, sans maladie. Alors que les maladies, nous le savons bien, notamment les maladies infantiles, c'est ce qui permet aux enfants de construire leur système immunitaire. Eh bien, les conflits permettent aussi de construire une sorte de vitalité supplémentaire, de capacité à affronter la vraie vie avec les aléas, les surprises, les coups bas, les trahisons, etc., les abandons, etc. C'est ça qui nous permet de vivre. Donc pour moi, j'ai deux raquettes qui me font peur, le racket d'harmonie et l'autre que je viens juste d'évoquer à contrario, qui est le racket d'insatisfaction. D'où ce sur quoi j'insistais, le racket d'insatisfaction, ça veut dire aussi une des façons idéales, très puissantes, peut-être même la plus puissante de garder du pouvoir sur l'autre, c'est d'être jamais content de ce que l'on reçoit, de ce que voilà. Hein. C'est quelque chose, c'est vraiment, je le mets au sommet. Enfin, c'est vraiment la pièce maîtresse de tous les processus, de toutes les ruses pour avoir du pouvoir. Hein, c'est ce que nous pouvons vivre avec un enfant qui est en train de nous tester. C'est que je lui propose du riz, il n'aime pas, les pâtes non plus, les pommes de terre, ça ne lui plaît pas, la frite, elle est trop salée, etc. etc. C'est voir comment je vais évidemment avoir du pouvoir sur l'autre en étant continuellement insatisfait. Alors, il y en a qui s'arrêtent à l'âge de 2 ans, 3 quarts, et il y en a d'autres qui continuent un peu plus longtemps parce que ça marche très bien. Il y a non seulement des mamans qui ont été très coupables de ne pas arriver à satisfaire l'enfant qui n'aime rien, et puis cet enfant donc, qui a vu vraiment que c'était idéal, va continuer effectivement une fois, 30 ans, 40 ans, 50 ans, et j'en passe, à effectivement avoir du pouvoir en n'étant jamais satisfait. Donc, il y a bien les deux raquettes là, hein, sur le curseur, raquette d'harmonie, je me soumets, tout est bien, la vie est belle, et les gens sont gentils, et voilà. Et l'autre, c'est de toute façon, je vais continuellement trouver à redire, me plaindre, etc. Et là, ça va être évidemment pouvoir plus. Ensuite, c'est aussi le conflit érotisé. Le conflit qui reste, alors c'est cousin germain de ce que je disais sur le conflit permanent, mais c'est faute de pouvoir partager des moments intenses, des moments chaleureux, des fous rires, des moments de complicité, de connivence. Eh bien, si nous n'avons pas cette permission, faute d'avoir eu cette expérience aussi dans notre histoire d'enfant, eh bien, nous avons une autre façon de partager de l'intimité, c'est effectivement le conflit. Donc voilà la crise de couple, la crise pas seulement de couple, mais d'autres formes. Nous voyons ça aussi dans le travail. C'est faute donc d'être dans des moments de partage agréables, nous allons effectivement échanger des vibrations, des stimulations dans ce conflit érotisé. Voilà, c'était les 4 premiers, la scène de ménage. Voilà, donc ces versions, enfin ces masques du conflit nous montrent bien que malheureusement ça va nous éviter d'introduire dans notre vie cette expérience un petit peu délicate par moment, qui suscite de la peur, qui suscite du chagrin par moment, de faire l'expérience d'une rencontre, encore une fois. Le conflit, c'est un moment de rencontre. Le conflit, c'est un moment très particulier de désordre entre deux ordres. Hein. Les choses allaient bien, il y a quelque chose qui se passe qui vient gripper la machine. Soit je fais semblant de rien, et la machine, je vais la laisser tourner comme ça ou se gripper toute seule. Soit je prends évidemment ce courage à bras-le-corps pour traiter ce grain de sable, pour traiter cette machine qui est en souffrance, et je traverse ce moment de désordre pour arriver à un autre moment d'ordre qu'on appelle ici le moment d'homéostasie, hein, de quelque chose qui serait régulier, tout agréable. Alors, ce que je voulais aussi partager, voilà, quelles sont donc les autres conditions pour que ce conflit soit traité en bonne santé, dans le respect de chacun, c'est donc je disais, d'accepter de perdre et accepter de prendre la responsabilité de l'émotion que cette perte va provoquer. Ce n'est pas à cause de l'autre. C'est moi, je fais le choix d'accepter de perdre et j'en assume le prix à payer.
au lieu de dire oui, mais regarde ce que tu m'as fait faire, regarde, c'est à cause de toi qu'aujourd'hui j'ai pu ci et ça. Donc, je retrouve bien sûr à l'occasion de ce thème du conflit, cet autre fil rouge que vous m'entendez rappeler, c'est l'importance du prix à payer. Hein. J'ai redit comme une des conditions pour que le conflit soit sain, mais vivre un conflit, c'est forcément à plusieurs titres avoir un prix à payer. La perte à propos de l'objet, la perte aussi dans quelque chose de ma réputation, mais la perte aussi de la croyance que je vais pouvoir vivre toute ma vie dans quelque chose qui sera suave, délicieux, lisse, voilà, lisse, comme ce qu'on nous a peut-être vendu comme les meilleures relations. Non, la vie est faite effectivement d'aléas, de coups de grisou, de moments difficiles, et que ça, nous avons, encore une fois, au risque de me répéter, manqué de modèles pour savoir les affronter, les traverser, les vivre, les partager, les mettre en mots, les élaborer. Hein, tout ça. Les autres outils à introduire, c'est évidemment quelque chose qui a à voir, donc plusieurs mots, la confiance. Ça, c'est pas le sujet de ce soir, ça sera un sujet de moi. La confiance, encore une fois, qui est à l'opposé du mot du contrôle. Hein. Donc, le conflit vient bien sûr nous informer de notre capacité à aller du côté de la confiance, ce qui n'est pas rien, plutôt que d'être du côté du contrôle. Et nous voyons bien que les exemples, encore une fois, que nous avons eus, étaient du côté du contrôle. Si tu ne fais pas, si tu n'obéis pas, si tu ne fais pas plaisir, si tu ne désires, il y a quelque chose qui va tout de suite, mais à l'extrême du contrôle. Alors que ce qui est difficile, évidemment, pour nous, c'est de continuer à alimenter toute cette zone de confiance. Et je rappelle, et que tout le monde ne l'a pas encore peut-être imprimé pour toujours, que faire confiance, ce n'est pas forcément dire oui. Que faire confiance, c'est quelquefois dire non dans un conflit, et faire confiance à l'autre pour supporter la frustration que ça va engager, pour supporter le désordre que ça va provoquer. Et je vois encore beaucoup dans notre environnement social, politique, etc., qu'il y a une méprise à propos de faire confiance. Faire confiance, ce n'est pas forcément donner les clés de la voiture. Faire confiance, ça peut être aussi ne pas donner les clés de la voiture en faisant confiance à l'interlocuteur pour supporter de vivre cette frustration. Est-ce que vous l'entendez bien, ça? Oui. Donc, le terreau pour la gestion des conflits d'une façon saine, c'est aussi cette référence à la confiance. Faire confiance, me faire confiance à l'autre et faire confiance à la qualité, à la densité de cette relation pour supporter, évidemment, ce rififi dans les bambous, cette tempête, comme on va l'illustrer tout à l'heure. Ensuite, j'en ai aussi beaucoup d'exemples, un autre mot à introduire toujours par rapport à la santé d'un conflit, c'est la référence à la loi, la référence au contrat. Sans contrat, effectivement, nous sommes dans l'aléatoire, l'arbitraire, qui ne sont pas toujours, évidemment, bons conseillers. Et donc, quand il y a un conflit, en quoi pouvons-nous, effectivement, aussi remettre le cadre de la loi, du contrat, du mandat, de quelque chose qui renvoie à supérieur. Et ça évite cette chose terrible, qui est le risque, effectivement, dans un conflit, je te regarde toujours Séverine, d'en faire quelque chose qui soit juste duel. L'avantage de la loi, du contrat, c'est que ça crée cette chose tellement source de santé qui est le triangle. Nous avons un conflit, mais en référence à quelque chose d'extérieur à nous deux. Et c'est bien sûr ce sur quoi j'insiste quand je parle d'autorité. L'autorité, tant qu'elle est duel comme ça, elle est du côté du pouvoir. Je vais exiger que tu fasses comme je veux. Alors que dans l'autorité, je suis gardienne de cette autorité, de cette loi, de ce contrat, et que je te demande de respecter cette loi et non pas de respecter quelque chose de mon désir. C'est ça la grande différence. Ça, j'y reviendrai jamais assez parce que pour moi, ça a été une clé capitale et ça, encore une fois, nous le sentons plutôt dans nos tripes. Si je suis énervée parce que tu ne respectes pas la loi, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai trop laissé dans une chose personnelle, d'un enjeu personnel, comme si je m'étais confondue à la loi. Or, je ne suis pas la loi, je suis gardienne de la loi. Donc, j'ai vraiment à faire ce triangle. Okay, ça. Voilà, donc, le contrat, le mandat, la référence à la loi, que j'ai aussi à faire la distinction entre coopérer, collaborer, confronter, ce ne sont pas les mêmes mots. Hein. Si
quand nous l'illustrons, ce n'est pas la même façon d'être assis. Si je suis dans la confrontation, je suis face à toi. Si je suis dans la collaboration, je suis assise à côté de toi. Hein, si je suis dans le partenariat. Donc à nous de voir aussi ce qui nous fait peur dans la confrontation. À quel moment est-ce que je vais oser effectivement être dans ce moment de rencontre qui n'est pas d'hostilité, qui n'est pas du rejet, qui est un moment de rencontre sur un autre mode que celui de l'harmonie, de la collaboration, qui est un moment où nous allons oser dire non, je ne suis pas d'accord, je ne veux pas, jusqu'ici, mais pas au-delà, etc., etc. Donc affirmation de moi et refus de quelque chose qui ne me conviendrait pas. Voilà, donc ce sur quoi je voulais revenir aussi, et ça c'est un papier que je vous donnerai tout à l'heure aussi par rapport aux 4 types de conflits. Ils sont majeurs, enfin, la distinction entre ces 4 types de conflits sont majeures, parce que ce sont 4 logiques pour les traiter, les accueillir, les traiter et continuer à être dans le respect de la relation, le respect de l'autre en fonction de ces logiques. Le premier type de conflit, nature de conflit, c'est le conflit de besoin. Conflit de besoin, ça touche des choses archaïques, des choses essentielles, des choses vitales, et c'est là que nous aurons le moins de latitude pour négocier. C'est le rythme, c'est l'alimentation, le sommeil, ils sont très peu nombreux les besoins, mais ils sont vitaux. Et là, nous ne jouons pas avec ça. C'est l'espace vital, c'est le territoire, hein, supporter ou non que l'autre soit sur mon territoire, que ce soit un territoire géographique ou le territoire de mes idées, de mes valeurs, qu'il m'emprunte un objet, etc. Ça, c'est très très sensible. Vous vous souvenez que c'est sensible parce que ça touche le noyau le plus serré de notre cerveau, hein, qui est le cerveau reptilien. Ce cerveau, il a à voir avec quelque chose de vital qui touche le mammifère que nous sommes. L'exemple que je donne à l'envie, c'est celui de notre inconfort, quelquefois un peu plus que ça, lorsque nous sommes à côté de quelqu'un dans le train et que cette personne empiète un peu. Nous savons très bien que ça ne va pas nous empêcher de vivre, mais il y a quelque chose qui vient immédiatement toucher le cerveau reptilien. Et que nous voyons bien qu'il a mis son coude sur l'accoudoir. Et quand même, cet accoudoir, il est aussi à moi. Hein. Et donc, souvenez-vous de toutes les ruses que vous faites pour juste regagner un peu de votre territoire. Même chose dans le lit conjugal, même chose dans des territoires. Donc, ce mot territoire, c'est vraiment celui que je mets en premier pour illustrer les conflits de territoire. Et encore une fois, pas seulement géographique. Hein. Quand quelqu'un vient vous prendre votre gomme dans votre tiroir, dans votre table, etc., voyez ce que ça vous fait. C'est votre gomme, d'accord, hein, bon. Mais cette gomme, elle était sur votre territoire et c'est votre propriété. Et donc là aussi, nous avons à être très très rigoureux quant à protéger le territoire des enfants et à les inviter à être fermes, rigoureux, avec de l'autorité à construire pour la protection de leur paire de chaussettes, de leurs livres, du journal qu'ils reçoivent, et que ce soit eux qui ouvrent le journal et pas quelqu'un d'autre, etc. De même pour les idées, les valeurs, les croyances, etc., etc. Donc là, il n'y a jamais de petit sujet. C'est un sujet qui justifie finalement une grande sévérité, une grande attention, une grande rigueur pour protéger les territoires, protéger les frontières, les faire respecter. Voilà, il y a d'autres, bien sûr, mais celui-là me semble bien. Donc là... Où est la place du partage en fait? Ben, si, bien sûr, mais à condition que chacun soit déjà dans la sécurité d'un territoire, un tiroir que personne n'a le droit de regarder. Enfin, c'est vraiment de l'ordre du symbolique. Et que ce symbolique doit vraiment être pris en compte avec la période où l'enfant ne veut rien prêter, pas prêter ses jouets, pas prêter sa poupée, etc. Et ça, si c'est respecté, ça va être ensuite, bien sûr, assorti d'autres modalités de partage, etc. Mais c'est la double permission. Si j'ai le droit de ne pas prêter, je vais pouvoir élaborer, me donner la permission de prêter. Mais pas dans l'obligation de le faire parce que c'est maman qui l'exige. Hein, c'est vrai. Donc ça, territoire, besoin, c'est ce qu'il y a de plus difficile, évidemment, à négocier, même si nous savons que dans certaines circonstances, pour des impératifs, je vais effectivement négocier sur ça, mais en conscience. Parce que moi, je fais le choix de ça. Parce qu'il y a un bébé, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, parce que je suis en stress, etc.
premier. Donc, et qui suppose, et voilà, négociation, qui suppose parole, qui suppose, là, encore une fois, vous l'entendez bien, que je revienne à négociable ou pas négociable. Ok pour ça. Ensuite, deuxième type de conflit, c'est le conflit de désir. Donc là, c'est complètement d'une autre nature. Ça peut être aussi négocié, mais vous voyez pas du tout avec le même impératif. C'est qu'est-ce qu'on regarde à la télé, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on va au cinéma, qu'est-ce qu'on va voir, dans quel restaurant, les vacances, le changement de la voiture, le recrutement du nounou pour la famille, etc. Donc là, il y a quelque chose qui suppose évidemment une parole. Ça peut flirter avec les besoins, bien sûr, mais à nous de voir à quel moment ça sera plutôt dans la colonne besoin que dans la colonne désir. Et la troisième colonne, enfin là aussi c'est le lieu de toutes les frustrations, hein, bien sûr. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir un film, je n'ai même pas le nom, un western, parce que vous êtes tombé amoureuse de quelqu'un qui ne supporte que ça, alors que vous ne rêvez que de voir un petit film de Millinette ou je ne sais plus lesquels, enfin une comédie américaine. À vous de voir jusqu'où vous pouvez aller sans vous suradapter. Après tout, vous pouvez découvrir aussi les westerns, ça peut être un bon moment. Bon. Vous pouvez aussi vous passionner pour la mécanique et vos copines vont se douter qu'il y a quelqu'un en vie sous roche. Hein, tout ça. Oui, à nous de voir comment nous pouvons introduire tout ça dans notre vie pour y apporter un plus et non pas nous suradapter. Troisième type de conflit, alors là c'est d'une autre nature, c'est le conflit de valeurs. Je rappelle, pour les personnes qui l'auraient oublié, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise valeur, il n'y a pas de hiérarchie dans les valeurs. Les valeurs ont comme fonction dans la vie de chacun de nous de permettre une direction, une orientation, de donner du prix à ce que nous faisons. Et donc, méfions-nous et de croire que les valeurs pourraient effectivement être comparées. Il y a les personnes qui ont de bonnes valeurs et d'autres personnes qui ont de mauvaises valeurs. Ça, à la poubelle. Ce serait quoi une mauvaise valeur, justement? Enfin, Il y en a pas. Oui, je sais, j'ai compris, mais celles qui sont pas les tiennes. Voilà, c'est ça, Ouais. c'est ça, merci Sylvia. Non, mais ce que j'aurais dit pour la suite, c'est que nous les confondons avec les actions ou les missions qui ont été qui ont eu comme origine cette valeur. C'est quelque chose qui nous engage à faire des choix. Les choix peuvent être délétères, mortifères, etc. ou calamiteux. Mais les valeurs ne sont pas en soi. Les valeurs, mes valeurs, c'est ce qui me donne une direction et ce qui donne du prix à ce que je fais, ce qui me donne qui donne du sens à ce que je peux mettre en place, alors que je n'ai pas effectivement à les comparer avec tes valeurs, parce que c'est... Merci que tes valeurs, c'est ce qui va donner du prix à ce que tu fais. Et une direction. Donc méfions-nous de toute forme de dogmatisme ou de... quelquefois de... qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, farinianisme, oui, merci pour ça aussi. Donc, alors, le danger pour cette catégorie-là, le danger... C'est un peu dans ma... Juste, je vous invite... Oui, c'est ça, très bien. À 20h. Qui sera plus pour la... Donc, le grand risque pour le conflit de valeurs, vous le savez déjà, vous l'avez entendu, vous l'avez vu, c'est de vouloir négocier, convaincre, avoir raison, alors que justement, le conflit de valeurs, c'est quelque chose qui suppose que chacun puisse dire ce qui a du sens pour lui, ce qui l'anime, ce qu'il fait lever le matin, qui le fait se bousculer un week-end pour faire quelque chose, mais que ce qu'il fait a du sens en soi, et que je n'ai pas, moi, à mettre la moindre énergie à le convaincre que ce qu'il fait, c'est quand même moins bien que ce que je fais. Et que ma valeur est quand même supérieure à la sienne. Or, c'est le danger maximum. Et donc, ce que j'aime bien dire, c'est repérons pour chacun de nous, et ça sera différent, ce qui est capital, ce qui a du sens pour nous, et méfions-nous de toute tentative, lors d'un dîner, d'une rencontre, d'un voyage, de vacances en commun, toute tentative de vouloir en débattre. N'en débattez qu'avec quelqu'un dont vous avez déjà l'assurance qu'il va entendre avec beaucoup de patience et beaucoup de bienveillance votre façon d'exister, de vivre et de vous lever le matin pour faire ce que vous voulez, mais n'acceptez vraiment jamais que ce soit débattu, négocié, comme la première colonne sur les besoins.
Est-ce que c'est bien vu, ça? Et donc, moi, je peux dire, j'ai déjà bien vu mes 5 sujets sur lesquels je ne vais jamais ouvrir la bouche, et que si je vois que ça commence à être débattu dans un lieu social, je file. Si c'est un dîner, je vais préparer le café, je vais m'occuper des enfants, faire le jardin, si vous voulez, mais je ne resterai pas là, parce que je sais qu'immédiatement, il y a quelque chose de moi, de mon intégrité, de mon intimité qui se trouve menacée, et que soit je ne parle pas et je souffre en silence, soit je parle et je perds un maximum là que je peux dire, peut-être de respect des positions des autres, et donc je n'en parlerai jamais. Et ça, c'est la sagesse que j'ai posée il y a déjà quelques décennies, dont je me porte bien. Donc je vous invite à en faire autant. Mais peut-être que vous êtes moins passionné que moi, ou moins prompte à vouloir comment dire, parler de vos convictions. Et Nos grands-parents disaient qu'il n'y a pas de conversation ni politique, ni oui, religion, voilà, ni c'est sexe. ça. Ils avaient raison. Finalement. Ah, j'avais pas entendu ni sexe. Oh, bah, d'accord. De toute façon, même pas en penser. C'est quoi ces valeurs qu'on se... Et vous, 5? Ah bah je sais. Vous nous le Ah bah, diriez? non, mais la première, c'est par exemple la peine de mort. Comment les sujets, comment est-ce que je pourrais rester assise à côté de quelqu'un qui voudrait me convaincre que la peine de mort serait justifiable? Non, non. Donc je file tout de suite. Donc, et je m'en trouve mieux. Et si on est avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que nous, on est Oui. dans la suradaptation. Si on Parce que, croit- bah, si on croit- Non, soit, parce qu'on ne va pas dans le conflit. non mais si, Mais on fuit le conflit. Michael, soit je suis assis à côté, enfin, si quelqu'un à côté de moi commence par dire que lui quand même il pense que la peine de mort ça serait mieux pour ce moment-là, tout d'abord je suis en apnée, je sens déjà que mon cœur bat 2 fois plus vite, que je ne suis pas dans les meilleures conditions effectivement pour quoi que ce soit. C'est là que j'ai intérêt à préparer le café ou la tisane dans la pièce à côté. Mais je vois, d'ailleurs, sur ce sujet, je vois même pas ce que je peux faire d'autre que partir. Parce que c'est justement quelque chose pour moi qui est d'une autre nature, qui est... Oui, mais si ça concerne les enfants, je suis un peu d'accord avec vous, c'est pas fuir le conflit. Mais pourquoi pas? Ah, oui. C'est une option. Si par exemple votre enfant, moi je pense qu'il doit redoubler, mon mari pense qu'il doit pas redoubler, Ça, c'est à autre chose. l'école, on n'est pas d'accord sur d'autres Oui. valeurs par rapport à l'éducation. Oui, ça, je Ouais, peux, des à ce moment-là, conversations. je peux en débattre, à condition de ne pas être dans des certitudes, mais d'être dans des convictions. Je peux, effectivement, faire valoir quelque chose qui a du sens pour moi, mais à ce moment-là, je n'aurai pas raison. Parce que si je veux montrer que j'ai raison, j'arrête net quelque chose. Je peux avoir raison par rapport à, encore une fois, ce que j'aime bien dire pour une assemblée générale, que l'entreprise A est quand même plus intéressante que l'entreprise B pour réparer la chaudière ou construire un ascenseur. Bon. Mais là, on est dans les besoins. Donc il y a des chiffres, il y a des preuves, il y a des trucs, des machins. Bon, voilà. Alors que pour d'autres sujets, et qui sont moins chauds pour moi, évidemment, que la peine de mort, là, effectivement, chacun, nous pouvons débattre, et il y a plein d'autres sujets, mais encore une fois, c'est que je sois capable de distinguer l'autre de ce qu'il pense, de ce qu'il dit, de ce qu'il veut faire valoir, et que je ne sois pas en train de confondre tout ça. Donc il a le droit d'avoir des idées différentes, moi aussi, mais je vais effectivement les mettre en jeu, je vais en parler avec conviction, peut-être argument quelquefois, mais sans chercher à avoir raison. C'est ça qui est important. Peut-être parce qu'à la limite, Oui, Non, c'est c'est dur, des- ça demande on est encore peut-être- une fois, comme je dis chaque fois, un siècle. Au bout d'un siècle, on y arrive Parce à que peu la près. nuance, elle est pas On est mal. plus là. C'est pas une... Mais parce que peut-être que dans Nuance. ce genre de conflit, on est prêt éventuellement à changer son Oui. opinion. En Ah, fait, on est voilà. éventuellement ouvert à ça. Alors Oui. que dans Ah oui. un truc Oui. fondamental Voilà. comme la peine C'est de pour mort, ça. vous savez que de toute façon, C'est niette. donc c'est même pas la peine de discuter. Parce que en plus, je sens quelque chose d'une telle indignation que c'est ça qui me met en apnée. Alors que pour un choix comme celui que vous, enfin l'exemple que vous citez, Valérie, c'est un peu autre chose. Là, il y a une zone à débattre. Mais sur certains, c'est parce que là, il y a une action à mettre en route, il y a un choix à faire. C'est pas la même chose. Il y a en plus une responsabilité commune. Comment vous faites quand on n'arrive pas à s'entendre? Sur quoi, par exemple? Peut-être après. Oui, Je dis un redoublement d'enfance, que c'est pas très eh bien, important non plus, mais je- j'aurais pu dire des choses plus qui ne viennent pas en tête. Mais non, mais c'est un bon exemple. plus important. Mais non, Ou elle est un qui va en Exemple. pension, l'autre qui va. J'en sais pas. Mais quand vraiment il y a blocage de couple.
eh bien je vous propose de garder ce sujet pour notre atelier. Comme ça vous pourrez le jouer et vous ferez... Ou vous le ferez jouer par quelqu'un d'autre. Et selon vous, un couple est-il possible entre des personnes qui ont des valeurs Bien sûr. fondamentales radicalement opposées? Évidemment. Sinon c'est clonage et compagnie. Sinon c'est Non, mais symbiose. les valeurs, c'est quand même quelque chose de Vous auriez fondamental. pas pu être en couple avec quelqu'un qui est pour la peine de mort. Oui, c'est ça. Ou quelqu'un Quand ils sont pas en à peine de mort. Mais il y a plein de choses dont je ne vais pas parler dans mon couple, mais aussi, c'est vraiment quand même important qu'il passe cette superposition. Parce que quand même, ce que je vois, pas pour le redoublement, parce que là j'ai une position assez radicale, oui je sais, mais sur plein de choses, c'est quand même l'effet de la surprise de voir quelqu'un qui a un autre cadre de référence, qui voit les choses différemment. C'est quand même ce qui est passionnant dans un couple. Je m'ennuierais avec quelqu'un qui aurait la même paire de lunettes que moi. Oui, mais les valeurs radicalement opposées. Oui. Dans ce cas, ce que j'ai fait, j'ai demandé à mon mari de ne pas m'en parler. Oui. Parce que c'était quelque chose qui devait me choquer, mais pourquoi pas? Il a bien le droit d'avoir des choses qui sont radicalement à l'opposé de moi, mais j'ai pas non plus, moi, ni à faire comme lui, ni à le convaincre. Non, mais par exemple, quelqu'un d'honnête, et pour l'autre, l'honnêteté n'a aucune importance. Le mensonge est monnaie courante. Voilà. Vous voyez deux personnes comme ça ensemble? Oui. Ah oui. D'accord. Ouais. Je sais pas si c'est dur. Moi déjà, tu n'y crois pas. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Alors. Oui. Moi, j'y crois vraiment. Ouais. En acceptant de faire convaincre l'autre et de le changer déjà. Mais je trouve que cette C'est question, extrêmement voilà. difficile quand même. Ah, j'ai pas dit que Ah, ça prend un oui, siècle. mais pas dans la Donc, face. évidemment, c'est une façon de dire que c'est pas forcément facile. Mais ce que je vois quand même dans ta question, Céline, c'est qu'il y aurait une plus-value donnée à des couples que j'appellerais un tout petit peu soit symétriques, soit fusionnels, quelquefois symbiotiques, quelquefois même siamois. Il y a l'idée que plus... Ou en harmonie. Oui, Pour non, être c'est... moins Je radical t'invite que je t'invite à entendre. Ça serait quand même qu'on nous aurait vendu que plus, dans un couple, plus les partenaires se ressemblent, mieux c'est et mieux sont Plus Plus il y a de les chances que ça marche. C'est quand même ça. Bon. Et bon, je prends un tout petit peu le contre-pied. Alors, je crois que j'ai dit l'essentiel de ce que je voulais dire. Ah oui, non, je voulais le quatrième. Oui, quatrième. Oui. Donc, est-ce que d'abord vous avez bien vu que pour ces trois, il y a une logique différente, un mode d'emploi différent? C'est bien sûr ça. Et donc, j'aime bien dire que si nous n'avons... Alors, ça, ce sont des conflits de tout le temps. Hein, le choix des vacances, etc., le redoublement, etc. Si nous n'avons pas respecté, avec rigueur, honnêteté, la logique de chacune de ces colonnes, nous sommes dans un risque majeur de passer dans une quatrième colonne calamiteuse qui est le conflit de personnes. C'est prendre quelqu'un en grippe. Et il y a peu d'expériences aussi terribles pour moi que ça. Quand, si tu votes telle chose, je vais juste voter l'inverse, juste parce que je ne suis pas supportée que tu votes. C'est à prendre le contre-pied a priori. C'est jamais arrivé là. Non, hein, non, jamais. Mais c'est quand même quelque chose qui pince le cœur, l'âme et la conscience, quand même, et l'idée du respect. C'est quand j'ai amalgamé l'autre avec plein de choses désagréables, que je n'ai pas été suffisamment attentive à l'évolution de la relation, et quand je l'ai pris en grippe. Le mot dit tout ça. Et donc, pour sortir de cette ornière sévère, c'est vraiment revenir à quel moment, à quel conflit est-ce que je me suis trompée, de route, de logique, de mode d'emploi, et comment est-ce que je peux remonter à ça. Et ça, c'est un sale moment. Et donc, la seule chose qui est importante là, c'est se dire, c'est possible, est-ce que moi, je vais en faire quelque chose de possible pour moi? Heureusement que nous avons cette capacité. Du coup, revenir à ce conflit et le traiter avec C'est cette quel... personne. Ou pas? Non, 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 non. C'est à quel moment est-ce que j'ai dérapé? À quel moment est-ce que j'ai continué à avoir à accumuler un contentieux, à à vouloir avoir raison et de lui en vouloir de m'avoir donné tort. Enfin, il y a un moment où ça a grippé, il y a un moment où je n'ai pas donné
priorité à la relation. J'ai donné priorité soit à l'enjeu, soit à l'objet du conflit, soit à une vieille chose, soit j'ai confondu la personne avec quelqu'un d'autre. Elle a été écran de projection pour papa, maman, bon papa, bonne maman, etc. Il y a donc quelque chose qui n'est pas honnête dans ce qui s'est passé. Je n'ai pas, effectivement, assuré à cette personne de lui donner une place dans ma vie qui soit la sienne. Et je lui ai donné pour une autre fonction. Et quelquefois, fonction de pushing ball, fonction de poubelle, fonction d'écran de projection, et tout ça, c'est Se rate, et après, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on restaure cette... Eh ben, en revenant aux autres conflits, en voyant que peut-être il n'y aura pas quelque chose à mettre à jour avec la personne, mais moi, quel est le deuil que j'ai à faire? Qu'est-ce que j'ai à réajuster dans ma perception de cette personne? C'est possible, c'est vraiment possible. Ça suppose discipline, courage, héroïsme quelquefois, mais ça en vaut la peine parce qu'on retrouve un minimum quand même de paix intérieure. De paix intérieure, oui, oui, c'est pas mal ça. Et d'énergie. Et d'énergie. Et de fluidité aussi, hein, c'est aussi important. Parce que c'est... Faire le deuil de la relation. Alors, quelquefois, ça peut être faire le deuil de relation ou faire le deuil de cet accro dans le tricot de la relation et de restaurer. Et quelquefois, ça passe pas par lui en parler. Hein. C'est quelque chose entre moi et moi. Et c'est encore plus difficile parce que si c'est entre toi et moi, ça, je peux compter sur ta bienveillance pour m'aider. Mais là, c'est toute seule. Voilà. On n'est pas dans le pardon, là. Vraiment dans la compréhension. Non, malheureuse. Compréhension. La compréhension. Oui. Oh là 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 là. Non, ça peut... C'est l'acceptation. Oui, c'est le deuil, d'abord. Le deuil de quelque chose qui s'est mal passé, le deuil d'avoir raison, le deuil de comprendre, bon. Le deuil... non, plein de deuil, mais ça peut être le pardon, mais à moi-même. C'est ce que j'allais dire, à soi-même. C'est être dans la bienveillance pour moi-même. Là, ça prend 2 siècles. Vous êtes rapide alors. Autre chose Parce que ça sera importante, bien aussi. ça s'appelle mon Enfin, quand on sera- autre chose importante pour le conflit, c'est avoir à cœur, et ça c'est dans tous les conflits, qu'ils soient politiques, qu'ils soient avec nos ados, nos enfants, etc., de permettre à notre interlocuteur de sortir la tête haute. Le contraire de quelque chose qui serait une humiliation, etc. Donc, ce qui se passe avec nos ados surtout, mais avec aussi, pourquoi pas, nos maris, qui sont des grands ados, etc., c'est qu'au moment où les choses ont été traitées, hein, l'interlocuteur, que je mets au masculin, mais c'est juste un parti pris, évidemment, que je pourrais remettre en question, va dire une phrase un petit peu crue, ou quelque chose que nous n'avons surtout pas à remettre en question, à apprendre comme ça. C'est juste une façon de sortir la tête haute. Ça vous parle? Oui, oui, oui. Ça vous est arrivé aussi peut-être, hein? Juste pour avoir le dernier mot, par exemple. Hein? C'est sortir après qu'il y ait eu un conflit féministe, c'est-à-dire tous des crétins, mes vieux, etc. On laisse, c'est le prix à payer pour permettre à l'autre d'avoir le dernier mot. Et c'est pas si grave. Alors, je regarde si j'ai bien parcouru tout ce que je voulais. Donc, tout ce que je voulais dire, et je vais est-ce que j'ai suffisamment dit, je fais une petite arrêt, que le conflit c'était pas un problème? Oui. Vous l'avez bien entendu ça? Plus jamais vous ne ferez la confusion. Il peut être assorti de problèmes, mais c'est autre chose. Et ça, j'y reviendrai à la prochaine conférence. Que le mot que je n'ai pas dit aussi, c'est que pour être du côté de ce conflit à accueillir, auquel donner du sens, auquel donner aussi de la chair, c'est important de voir que nous avons à sortir du dressage que nous avons subi, vivement à l'apprentissage d'une modalité de fonctionnement, de relation et de cohabitation vivante, hein, de la vie en commun. Quelque chose que je n'ai pas suffisamment souligné aussi, c'est que le conflit, avec toutes les difficultés que ça suppose, les passages, encore une fois, du torrent et tout ça, ça nous permet également une autre distinction, que je retrouve à peu près aussi dans tous les autres thèmes, entre confiance en moi et estime de moi. Mieux j'aurai développé, renforcé, réparé ce noyau dur de l'estime de moi, meilleure sera ma capacité à traverser le torrent, à supporter les aléas,
à supporter d'être blâmé, critiqué, rejeté, etc. Parce que ce noyau d'estime de moi, c'est ce qui va me permettre d'être dans une posture de légitimité, d'autorité. À ne pas confondre avec la confiance en moi, hein, qui a à voir avec ce que je fais, ce que je ne fais pas, alors que l'estime de moi, c'est qui je suis. Qui je suis, et donc ça renvoie à ce que, pour faire très court, encore une fois, au regard que j'ai reçu enfant, ce regard donc d'acceptation inconditionnelle de qui je suis, quel que soit ce que je fais, ce que je pense, mes notes, mes résultats, etc. Ai-je été suffisamment dans un bain de regard pour avoir élaboré ce noyau d'estime de moi? Et que je redis, parce que j'ai trop peur que vous l'ayez oublié d'une façon ou l'autre, que notre grande erreur, c'est de croire qu'en ayant réalisé des exploits, en faisant des choses brillantes, en ayant de bons résultats, en ayant des diplômes, que nous allions pouvoir, non pas seulement donc créer de la confiance en soi, pourquoi pas, mais que cette confiance en soi, en moi, pourrait venir réparer le déficit d'estime. Et ça ne marche pas. Et que notre difficulté à traverser donc, le torrent du conflit peut mettre à jour quelque chose justement de ce déficit d'estime de moi. Et le contraire, enfin, ou plutôt la source de ce déficit d'estime de moi, ça c'est une petite interro surprise, c'est la source. Qu'est-ce qui fait que je sois encore dans le déficit d'estime de moi? Oui, l'expérience de honte, les humiliations qui n'ont pas été réparées. Ça n'a rien à voir avec les erreurs, les fautes, tout ça. C'est si je n'ai pas suffisamment été dans cet acte héroïque de réparer, enfin de mettre à jour, d'identifier les expériences d'humiliation qui ont provoqué de la honte, je vais rester dans cette vulnérabilité de l'estime de moi. Avec tous les comportements qui visent à les cacher, à les planquer, à les dissimuler, à les nier. C'est quoi des expériences de honte? Ce sont quoi par exemple dans son enfance? L'âge de grande vulnérabilité de la honte, c'est 2 ans et demi, 2 ans et demi, 3. C'est l'âge de ce qu'on appelle l'apprentissage de la propreté, que j'appelle autrement. C'est donc tout ce qui a été pour nous enfants, mais bien sûr après aussi, être pris en flag, d'avoir fait pipi, d'avoir été vu tout nu, d'avoir été moqué, d'avoir été raillé à l'école ou à la maison, d'avoir été interrompu dans l'élaboration de cette image de soi et donc dans ce qu'on appelle la construction narcissique. Chaque fois qu'il y a eu un regard désapprobateur, un regard, quelque chose qui disait, comment je pourrais dire, d'être pris en flag de quelque chose, d'avoir été non respecté dans notre intimité, dans notre jardin secret, que ce soit encore le corps, les idées, etc., il y a blessure profonde, ou quelquefois rupture de la construction, ou cessation de la construction de cette élaboration narcissique, pour reprendre un terme de psy, et que c'est une des choses les plus difficiles ensuite à récupérer, parce que ça a été tellement douloureux qu'on préfère de beaucoup d'autres blessures, hein, si je repense aux 5 blessures, donc l'abandon, l'injustice, la trahison, etc., celle de l'humiliation est une des pires à les récupérer. Et ce sont les symptômes récurrents qui vont nous indiquer, donc notamment de dépendance, de sabotage, de mise en échec, tous ces comportements-là nous indiquent que peu ou prou, et surtout prou, nous allons retrouver derrière tout ça une grande blessure d'humiliation et de honte. Et cette blessure non traitée va donc altérer quelque chose de cette estime de soi, et cette estime de moi, là, va aussi m'handicaper dans la posture de légitimité, mon autorité, c'est-à-dire être capable de signer ce que je dis, ce que je fais, et le nom que je peux poser. Et donc c'est toute la chaîne depuis ces premières blessures. Donc je termine avec l'expérience des humiliations, de la honte. Vous la stoppez à 2-3 ans? Non, j'ai dit que c'est le moment de la vulnérabilité. Okay. Mais après ça peut durer. Mais c'est bien ça qui nous fait avoir la puce à l'oreille. C'est que nous voyons bien des personnes se remettre adultes dans des situations d'humiliation. J'en veux pour preuve certains humoristes qui remettent ça en scène, hein,
qui font rire d'eux, qui ne font pas rire avec eux, mais qui font rire d'eux, pour moi, c'est une façon détournée, enfin, un mécanisme de défense pour ne pas avoir à traverser cette honte initiale et la mettre en scène sur une scène avec des places. Voilà. Donc, je termine avec ce concept de dire non. De quoi avons-nous besoin pour dire non, hein? De quel soutien, de quelle estime de soi, de quelle garantie, de quel attachement inconditionnel, quelles sont les peurs. Je reviendrai bien sûr dans l'atelier sur ça. Oui, un autre mot que je n'ai pas suffisamment souligné, c'est, parce que sans doute, c'est pas dans mon fonctionnement tellement, donc, alors que ça peut être le vôtre, négocier, traverser un conflit, ça a à voir aussi avec jouer. C'est quelque chose qui est une expérience agréable. Il y a des personnes qui en font leur métier, de négocier, jouer, etc. Bon. Mais nous aussi, sachons remettre ce plaisir aussi, cette excitation qui a à voir avec jouer avec l'autre. Ça peut être jouer aux cartes, mais ça peut être jouer aussi à d'autres jeux dans le conflit, dans le désaccord. Je ne parle pas suffisamment peut-être. Autre chose, dans un conflit, je ne vais pas dire que le conflit, c'est trouver une solution, parce que ça voudrait dire que le conflit est un problème. Je propose ça donc pour le 6 mars, quand je ferai cette conférence-là. Mais méfions-nous d'un autre piège aussi dans le conflit, c'est de vouloir trouver le coupable. Hein, c'est ce que j'aime bien dans ce que disent les analyses transactionnelles, c'est que dans un conflit, notamment un conflit de besoin, soit je vais mettre l'énergie à me blâmer, me mettre encore de la cendre sur les cheveux en disant que c'est ma faute, si j'avais pas fait ça, ça aurait été mieux. Soit je vais te blâmer, donc là on est plus, moins, plus. Soit nous allons ensemble décider de mobiliser notre énergie pour effectivement trouver des options, trouver une négociation satisfaisante, trouver des solutions s'il y a eu un problème donc, dans ce conflit est assorti. Voilà. Mais voyons que malheureusement aussi, j'aurais pu le dire en introduction, que pour nous, souvent, le conflit, c'était vouloir trouver le coupable, vouloir blâmer celui qui avait fauté, fait une erreur ou commis une faute. Et ça nous colle encore un peu à la peau. C'est la première chose. Est-ce que c'est un soulagement pour moi déjà de voir que c'est toi qui t'es trompé? Et ce qui serait encore une façon de différer le moment d'être dans une négociation fructueuse, vitale, vivifiante pour la relation. C'est compliqué parce qu'on n'est pas tous au même niveau quand même. Et quand vous discutez avec quelqu'un sur le conflit, oui. Vous êtes en conflit par exemple avec votre mari, oui. Moi, je suis plus prompt à la discussion, au hasard. Plus prompt à la discussion, mais lui, je n'aurais pas de retour. Ah, mais est-ce que vous auriez oublié que la, la première condition pour que un couple reste en bonne santé, c'est qu'il ne discute pas? Vous n'avez pas ça encore. Non, non. Soyons très prudents. C'est justement parce qu'il y a ces 4 colonnes bien distinctes. C'est qu'il y a des débats qui peuvent être justifiés, ils sont très peu nombreux. En gros, 1% sont justifiés pour le redoublement, par exemple, des enfants. Mais les autres, nous avons vraiment à faire le deuil, je vous regarde tous, le deuil de débattre, d'ouvrir des débats et ce genre de conflit en couple. Peut-être que je vais terminer là-dessus. Est-ce que donc, je vais terminer bien sur cette chose que ma conclusion, je vais même plutôt quelque chose d'autre parce que je pourrais encore parler de ça, nous avons encore 1 heure et demie. Voilà. C'est, oui, nous avons 2 façons de nous rencontrer les uns les autres. C'est soit dans l'intimité, d'un fou rire, d'un moment partagé, d'un voyage partagé, d'une sensation agréable, d'un contact d'une façon ou d'une autre, d'une lettre, d'un sourire, d'un regard, forme d'intimité, que d'ailleurs les analyses transactionnelles appellent l'intimité. Soit nous avons une autre façon de nous rencontrer qui est dans le rififi, accepté dans les conditions que je viens de dire, quelque chose qui soit fructueux, qui soit du jeu, qui soit chaud à partager. Un échange, une confrontation, un désaccord, un moment aussi qui est une autre forme d'intimité, si je puis dire, mais avec d'autres règles. Et malheureusement,
je pense que nous n'avons pas vraiment autant de modèles que nous aurions besoin, dont nous aurions besoin pour l'intimité, et nous avons 0 modèle pour l'autre. Merci de votre attention. Merci à vous. Merci. C'était bon. Merci beaucoup. Merci.